Bienvenue dans notre exploration du jour. On part à Osaka, mais on oublie un peu les quartiers les plus connus. Oui. On va s'intéresser à un endroit bien particulier, le quartier du port, Minatoku. Hmm. Et la première chose à comprendre, en regardant les sources, c'est que rien de ce qu'on y voit n'est vraiment naturel. Pas du tout. C'est un paysage entièrement sculpté par l'homme. C'est ça, on parle d'une sorte de géographie artificielle, façonnée par l'ingénierie, le commerce, et surtout par une incroyable volonté de survie, quoi. Et c'est le point de départ parfait. Cette idée de géographie artificielle, c'est vraiment la clé. Si on ignore ça, on passe à côté de l'âme du lieu. D'accord. C'est pourquoi, au lieu de suivre les guides touristiques classiques qui nous parlent de l'aquarium ou de la grande roue, on va plutôt jouer les détectives historiques. J'aime bien l'idée. On a identifié 5 récits, 5 strates temporelles qui révèlent la véritable histoire de ce quartier. Des histoires de création, de destruction, de reconstruction. Et ce sont ça les véritables trésors cachés pour qui veut comprendre Osaka en profondeur. Exactement. Et pour bien mesurer l'ampleur de cette transformation, les sources donnent quelques dates qui sont des véritables pivots. Oui, Il y a 1868, quand le port s'ouvre au commerce international. Ça change tout. un tournant majeur pour le Japon. Puis 1897, début de travaux absolument titanesques pour créer un port moderne. Et enfin une date qui me fascine personnellement, 1946. Ah oui, l'après-guerre. Voilà. Au milieu des ruines, on ne se contente pas de reconstruire. On décide de littéralement soulever tout le quartier. C'est fou! C'est complètement fou. Et ce qui est intéressant, c'est que cette habitude de modeler le paysage, ça ne date pas d'hier. Ah non. Non, notre première histoire nous ramène bien avant, à l'époque d'Edo, pour parler du site le plus connu du quartier, le mont Tenpozan. Ah oui, la fameuse plus basse montagne du Japon. C'est presque une blague, non? Je crois qu'elle fait moins de 5 mètres de haut. C'est ça. Mais ce n'est pas une vraie montagne, c'est bien ça? Pas du tout. Et c'est là que tout commence. Dans les années 1830, le port d'Osaka a un gros problème. La rivière Aji s'envase. D'accord, donc les bateaux ne peuvent plus passer. Exactement. Les gros navires ne peuvent plus remonter. La solution, c'est de draguer, sans arrêt. Bon. Mais que faire de toute cette boue, de tout ce sable? On l'entasse quelque part, j'imagine. On l'entasse juste à l'embouchure. Et c'est comme ça qu'est né le mont Tenpozan, un simple tas de déblais. Et aujourd'hui, c'est officiel. Aujourd'hui, un point géodésique officiel le certifie, c'est une montagne de 4,53 mètres. C'est extraordinaire. On prend littéralement un déchet d'ingénierie et on en fait un site touristique. Comment est-ce que ça a pris? Comment un tas de boue devient-il poétique? Par la force du récit, du storytelling. Les habitants de l'époque ont eu une idée de génie. Laquelle? Ils ont comparé ce nouveau monticule à Penglei, l'une des montagnes sacrées de la mythologie chinoise, une sorte d'île paradisiaque. Ah, astucieux. Et d'un coup, ce n'était plus un tas de boue, mais un lieu chargé de symboles. On y a planté des centaines de cerisiers, de pins, et c'est devenu le lieu de promenade à la mode. Et il avait aussi une fonction très pratique, non? J'ai lu quelque part qu'on y avait installé une sorte de phare. Exactement, un takatoro, une haute lanterne en pierre. Ça servait de repère de navigation pour les bateaux. Donc à la fois utile et agréable. C'est ça. Tellement populaire qu'il a été immortalisé dans d'innombrables estampes ukiyo-e par des maîtres absolus comme Utagawa Hiroshige. C'était un peu l'Instagram de l'époque. Si on était quelqu'un au Osaka, il fallait être vu à Tenpozan. Alors, quel est le joyau caché ici? J'imagine qu'il ne s'agit pas juste de monter les 3 marches qui mènent au sommet. Non, le vrai trésor demande de chercher un peu. Quand on arrive dans le parc aujourd'hui, à l'entrée, il faut repérer les digues. Ok. Incrustées dans le béton, il y a de grandes plaques en céramique. La plupart des gens passent devant sans y prêter attention. Et qu'est-ce qu'elle montre? Elles reproduisent des estampes anciennes, notamment celle d'un artiste nommé Utagawa Sadamasu, qui montre le mont Tenpozan à son apogée. Une sorte de dialogue silencieux entre le présent et le passé. C'est exactement ça. On voit les mêmes lignes de côte, mais on comprend à quel point tout a changé. C'est le premier indice que ce quartier est une accumulation de strates d'histoire. Donc cette montagne, c'est le premier grand projet d'ingénierie du port, même s'il était un peu accidentel. Mais j'imagine que ce n'était rien comparé à ce qui s'est passé à l'ère Meiji. Rien à voir, non? Là, le Japon a décidé de jouer dans la cour des grands. On change complètement d'échelle. À la fin du 19e siècle, le Japon s'ouvre au monde à marche forcée. Pour rivaliser avec les puissances occidentales, il lui faut des infrastructures de classe mondiale. Et le petit port fluvial d'Osaka ne suffisait plus. Non. En 1897, on lance donc un projet pharaonique, la construction d'un port en eau profonde. C'est un chantier qui va durer plus de 30 ans.
30 ans, c'est énorme. Ça traverse les ères Meiji, Taisho et Showa. On a du mal à imaginer l'effort. C'est colossal. Et les sources parlent d'une collaboration internationale. Oui, et c'est un cas d'école de la modernisation à la japonaise. Pour le savoir-faire technique, on fait appel aux meilleurs. C'est-à-dire? Ici, c'est un ingénieur néerlandais, Johannes de Riquet, un pionnier de l'hydraulique. Il a passé près de 30 ans au Japon et a littéralement remodelé le rapport du pays à l'eau. Mais piloté par une vision japonaise, j'imagine. Absolument. Une vision incarnée par des hommes comme Nishimura Sutezo, le gouverneur d'Osaka de l'époque. C'est un parfait exemple de transfert de connaissances. On absorbe le meilleur de la technologie occidentale, mais on l'adapte pour servir un projet national. Et le joyau caché de cette période, où le trouve-t-on? Est-ce qu'il reste des structures de cette époque? C'est plus subtil que ça. Le joyau ici, il est immatériel. Ah! Bien sûr, le port a été modernisé, bombardé, reconstruit, mais quand on marche aujourd'hui sur les quais, quand on voit les immenses brise-lames, il faut réaliser qu'on marche sur des fondations qui ont plus d'un siècle. Ah, d'accord. La conception de base, le tracé des jetées, la logique d'ensemble, tout ça date de ce projet herculéen. Donc le trésor, c'est de prendre conscience de cet héritage invisible sous nos pieds. C'est ça. De se dire que la robustesse du port moderne repose sur la vision des ingénieurs du début du XXe siècle. C'est ça. C'est un patrimoine invisible qui soutient encore aujourd'hui toute l'économie d'une des plus grandes métropoles du monde. La force tranquille de l'infrastructure bien pensée. Et ce port, une fois construit, il a explosé en termes d'activité, j'imagine. Ce qui nous amène à son âge d'or dans les années 1920, l'ère Taisho. L'âge d'or. Osaka était alors surnommée la Manchester de l'Orient. Et pour gérer ce flux de marchandises, il faut des entrepôts. Des entrepôts gigantesques. C'est là qu'apparaissent les bâtiments qui sont peut-être les plus photogéniques du quartier aujourd'hui. Les entrepôts Sumitomo en briques rouges, les Akarenga Soko. Construits en 1923. Voilà. Ils sont parmi les derniers témoins de cette architecture industrielle de l'ère Taisho. C'est l'image même de la puissance commerciale d'Osaka à son apogée. Et ce qui est frappant, c'est leur emplacement. Ils sont juste à côté de l'aquarium Kaiyukan et des attractions modernes. Le contraste doit être saisissant. C'est un choc visuel et temporel. D'un côté, on a le divertissement ultramoderne, les lumières, le tourisme. Et de l'autre, De l'autre, juste en face, ces masses de briques sombres, silencieuses, qui respirent le travail, l'histoire industrielle. cette juxtaposition raconte toute l'évolution du quartier. Exactement. On est passé d'un lieu de pure fonction à un lieu de loisirs et de culture. Ces entrepôts ne stockent plus du coton, ils stockent la mémoire du port. Et c'est ça qui en fait un joyau caché. Surtout qui sont inaccessibles, c'est bien ça, hein. Les sources disent non ouvert au public. C'est un peu frustrant. Ça l'est, mais c'est précisément ce qui leur donne leur aura. La ville d'Osaka les a rachetés et a un projet pour en faire un grand centre culturel. Mais en attendant, En attendant, ils sont dans un entre-deux. Ils sont là, magnifiques et mystérieux. Cette inaccessibilité les préserve. Elle leur donne une noblesse, une sorte de dignité. On ne peut que les contempler de l'extérieur. c'est une belle façon de voir les choses. Ce n'est pas un trésor qu'on peut consommer, mais un trésor sur lequel on peut méditer. Ça nous force à nous demander, qu'est-ce qu'on fait de notre passé industriel? Exactement. Leur charme vient de ce mystère, de cette promesse d'une renaissance. Bon, on a parlé de création, de modernisation, mais après les années 20 vient la guerre. Et après la guerre, on imagine les destructions, mais le vrai danger pour Minatoku était plus insidieux, c'est ça? Quelque chose qui venait du dessous. Oui, et c'est sans doute l'histoire la plus incroyable de toutes. Après 1945, le quartier est en ruine, mais il fait face à une menace existentielle. L'affaissement du sol. L'affaissement du sol. Pendant des décennies, pour alimenter les usines, on a pompé des quantités phénoménales d'eau dans les nappes phréatiques. Résultat, le sol s'est tassé, comme une éponge qu'on presse. Et il a baissé de combien? Dans certaines zones, de près de 3 mètres. 3 mètres? Ouais. Mais c'est énorme! Ça veut dire que le quartier était devenu une cuvette, complètement à la merci de la moindre marée haute. Précisément. La situation était catastrophique. Et la solution choisie, à partir de 1946, est d'une audace folle. C'est un projet appelé Moridokoki. Et en quoi ça consiste? L'idée, ce n'est pas de construire des digues toujours plus hautes, mais de remonter le niveau du sol de tout le quartier. On a décidé de surélever l'ensemble des rues, des parcelles, de près de 2 mètres en moyenne. Attendez, mais avec quoi? Où trouve-t-on assez de terre pour surélever un quartier entier? Et c'est là que le génie du système apparaît. On a utilisé la terre provenant du dragage constant du port.
La même boue qui avait créé le Monte-Posin. Exactement. La même boue, un siècle plus tard, a servi à sauver le quartier de la Noyade. C'est un exemple absolument stupéfiant d'économie circulaire avant l'heure. C'est fou d'y penser. Mais alors, si le sol monte de 2 mètres autour des maisons qui existent déjà, qu'est-ce qui leur arrive? Non, on ne les a pas démolis. Et c'est là que se cache le secret le plus étrange du quartier. Alors, Pour une maison existante, quand le niveau de la rue monte de 2 mètres, votre rez-de-chaussée devient un sous-sol. Votre porte d'entrée se retrouve en dessous du trottoir. mais c'est surréaliste. Donc, si je me promène là-bas aujourd'hui, je pourrais littéralement marcher au niveau de ce qui était le salon de quelqu'un. C'est exactement ça. Et c'est le joyau caché le plus fascinant à débusquer. Dans les rues des quartiers comme Shiko ou Yunagi, il ne faut pas regarder en l'air, mais en bas. Il faut chercher ces anomalies architecturales. Voilà, des fenêtres de rez-de-chaussée qui affleurent le bitume, des maisons où, pour entrer, il faut descendre quelques marches au lieu d'en monter. C'est incroyable. Chaque fois qu'on en voit une, on a la preuve physique de cette histoire. C'est une cicatrice urbaine qui témoigne de l'adaptation collective des habitants pour la sécurité de tous. Ça change complètement la façon de voir une simple rue. Chaque maison un peu bizarre raconte une histoire de résilience. Mhm. Ce qui nous amène à la dernière étape de cette lutte contre l'eau. Surélever le sol, c'était une chose, mais il fallait une protection ultime. Oui, le Morido-Kuji était une solution de survie, pas une solution définitive. La bataille a continué. Le point culminant est arrivé en 1970 avec l'achèvement d'un système de défense côtière complet. Des digues massives, j'imagine. Des digues rehaussées et surtout des écluses anti-tempête monumentales aux embouchures des rivières, comme celle de la Shirinashi. Des véritables forteresses contre l'océan. Des prouesses d'ingénierie. Absolument. On a construit des stations de pompage comme celle de Keuma, qui étaient parmi les plus puissantes du Japon. Ce sont les gardiens invisibles de la ville. Et où se trouve le dernier joyau caché dans cette histoire de béton et de technologie? Il faut se rendre près de l'écluse de la rivière Shirinashi. La structure en elle-même est impressionnante, mais le vrai trésor est plus discret. Un peu à l'écart, il y a une stèle en pierre, un monument commémoratif, un irei. D'accord. Il n'est pas très grand, l'on pourrait facilement passer à côté. Et à qui est-il dédié? Il est dédié à la mémoire de toutes les victimes des grandes marées de tempêtes du passé, celles qui ont eu lieu avant que ces défenses n'existent. Ah, C'est le joyau le plus touchant, parce qu'il nous rappelle la raison d'être de toute cette ingénierie. Derrière la froideur du calcul et la puissance du béton, il y a une motivation profondément humaine. le respect pour les vies perdues et la promesse que ça ne se reproduira plus. Voilà. Ce monument, c'est le cœur de toute l'histoire de Minatoku. Quand on met ces 5 histoires bout à bout, le monde debout, le port Meiji, les entrepôts, les maisons enterrées et ce mémorial, un mot me vient constamment à l'esprit, la résilience. Je suis tout à fait d'accord. Ce n'est pas juste un quartier, c'est une leçon de résilience à l'échelle d'une ville. C'est la preuve qu'une communauté peut transformer ses plus grandes faiblesses et les pires catastrophes en catalyseurs pour innover, créer et renforcer les liens. Chaque défi a laissé une trace, et chaque trace est devenue une part de son identité. Et pour le voyageur, ça change tout. Ce n'est plus une simple visite, c'est comme lire un document historique vivant. Exactement. En suivant la piste de ces joyaux, les céramiques, les entrepôts, les fenêtres au ras du sol, la stèle, on ne visite pas seulement un lieu. On décode l'histoire. On lit la ténacité et l'esprit indomptable des gens qui ont bâti et rebâti cet endroit pendant des siècles. C'est une expérience bien plus riche. Ce qui m'amène à une dernière pensée, une question qu'on peut emporter avec nous. En observant le paysage d'une ville, n'importe laquelle, quelles sont les traces invisibles des défis du passé, ces adaptations collectives qui se cachent juste sous la surface? Et comment les fondations littérales d'un lieu, celles qui ont été façonnées par l'histoire, continuent-elles de soutenir, encore aujourd'hui, son identité profonde, son âme?